Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré aux langues. Aujourd'hui, nous allons parler d'une langue différente de celle dont on a l'habitude de parler. On va parler de l'arabe et plus précisément des différentes langues ou dialectes de l'arabe. On va parler de ces questions, etc. Et je remercie d'abord mon intervenante que je laisse se présenter. Merci, moi c'est Tina Bougek. Je suis doctorante à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Donc je fais la recherche sur la langue arabe dans la diaspora en France. Du coup, je travaille sur l'arabe égyptien et l'arabe tunisien, donc l'interaction entre les deux, l'accommodation linguistique. Et du coup, comment, par exemple, les personnes primo-arrivantes, par exemple de l'Égypte, vont s'adapter aux Tunisiens. Et l'inverse aussi, les Tunisiens, comment ils vont s'adapter dans ce contexte particulier à Paris, à des Égyptiens de première génération qui viennent d'arriver. Et du coup, quelles techniques d'accommodation linguistique ils vont utiliser pour se comprendre mieux. D'accord. Donc, Oui. en gros, tu travailles sur les interactions entre des gens qui parlent Exact. plusieurs langues, qui, d'un regard extérieur, on pourrait se dire oh, c'est la même chose, Oui. ils devraient se comprendre, comme on entend Oui. souvent avec l'italien, l'espagnol, Oui. c'est pareil, mais en fait, il y a plein de phénomènes dans les Oui. interactions qui font que c'est pas forcément si simple, c'est pas Oui. forcément, j'imagine, on comprend à 100% l'autre et l'autre nous comprend pas du tout. Oui. Il y a plein de strates, j'imagine, de Exactement, différences. D'ailleurs, on remercie la maison de l'Égypte dans laquelle nous sommes en train de tourner cet épisode, j'en profite au passage. Et peut-être simplement, qu'est-ce que c'est quand on parle de langue arabe? Quelle réalité ça recouvre? Est-ce que c'est plus compliqué que juste une langue? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Si on parlait, c'est-à-dire de l'arabe classique, en fait, c'est un peu l'équivalent du latin en Europe. Parce que c'était à l'époque, ici en France, on avait du latin, c'était une langue administrative. Et donc, mais elle n'était pas parlée. Il y avait des langues régionales. Ça existe toujours en France. Mais là, la même chose avec l'arabe. Donc, en fait, l'arabe, c'est pas un arabe. Il y a plusieurs arabes, mais en fait, en base, ce qu'on appelle actuellement l'arabe, c'est l'arabe standard moderne. Ou bien après, on a l'arabe classique qui est l'arabe dans le Coran. Et du coup, c'est ça notre base, on va dire ça comme ça. Mais en fait, il y a plein de dialectes, mais moi, je préfère utiliser le terme variété parce que souvent, il y a des courants linguistiques où ils disent que utiliser le terme dialecte n'est pas approprié, qu'il s'agit de quelque chose de péjoratif. Enfin, ça dépend des théories. Donc, si je dis variété, c'est très simple parce que ça, c'est-à-dire quand on parle d'une langue, on a de toute façon, c'est-à-dire si on dit l'arabe, classique par rapport au dialecte. On pourrait parler par exemple de diglossie en fait, dans le cas de l'arabe. Oui, justement. Et du coup, là, en fait, travaillons sur les dialectes, sur des variétés d'arabe. Je veux pas qu'il y ait cette idée de diglossie qui a l'un meilleur que l'autre. Donc, en fait, moi, je travaille sur deux variétés qui existent. On a des immigrés égyptiens, on a des immigrés tunisiens, chacun a sa variété. Et comment, du coup, en fait, ils interagissent entre eux. C'est pas que l'un est meilleur que l'autre. Donc, moi, j'explore aussi dans ma recherche aussi ce point sociolinguistique. On se pose la question sur leur identité. C'est-à-dire que quand ils arrivent en France, à Paris, est-ce qu'ils se voient plutôt comme des Arabes, plutôt comme des Égyptiens, des Tunisiens? Parce que souvent, en fait, on va dire que l'Égypte a une place assez spéciale dans le monde arabe. C'est quand même, en fait, on parle d'une variété que c'est prestigieuse. Le cinéma égyptien est bien connu, des séries égyptiennes, la musique et tout ça. Il y a toute cette importance des médias provenant de l'Égypte, c'est-à-dire surtout dans les années 80, c'était très, très, très répandu. Donc, en fait, on va dire que la plupart des pays du Maghreb comprennent bien l'arabe égyptien, alors que le contraire, c'est pas forcément évident. D'accord, donc on a déjà une situation, après on rentrera un peu plus dans les détails, mais où on a une espèce d'asymétrie entre d'un côté, alors une variété qui en soi, quand on parle de variété, ça montre bien qu'une langue, indépendamment de toute autre considération, voilà, elle a ses caractéristiques propres et on la juge pas, elle est meilleure ou autre, c'est une variété, mais si on rentre dans le contexte un peu de la société, sociolinguistique ou culturelle, cette variété égyptienne, elle a rayonné en dehors de l'Égypte. Exactement, parce que vraiment, l'importance de l'arabe égyptien, souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, je parle l'arabe, mais finalement, on se rend compte très vite qu'en fait, ils essaient de parler l'égyptien, parce que soi-disant, on pourrait dire que tout le monde le comprend. Et c'était vrai, sauf qu'ici en France, on a un contexte assez particulier. La plupart des arabophones proviennent du Maghreb, l'Algérie, Maroc et la Tunisie. Et du coup, en fait, c'est justement dû au passé colonial de la France. Du coup, la plupart des
des pays où on parlait français. Et du coup, en fait, on a une asymétrie parce que les Égyptiens, d'habitude, ils vont migrer plus vers l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas. Donc, on aura une situation où ici, par exemple, si on part du pourcentage, donc là, ce ne sont pas des chiffres officiels que je vais donner, mais on pourrait dire que si on a 10 arabophones, on aura peut-être 2 Égyptiens ou 1 Égyptien, et le reste, ce seront du coup les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Donc, ce qui arrive maintenant il y a eu aussi une prise de conscience et la fierté pour leur dialecte aussi dans les pays du Maghreb. Notamment, je vais citer le Maroc qui a reconnu l'arabe marocain comme langue nationale. Donc, c'est leur langue, pas langue officielle, c'est langue nationale. Donc, l'arabe, la variété marocaine est reconnue. Ça veut dire que maintenant, en fait, il y a de plus en plus des productions médiatiques, la musique et tout ça qui existent. Et ici, surtout en France, à Paris, on peut entendre souvent la musique algérienne, aussi tunisienne. Donc là, en fait, on n'est plus comme avant que, voilà, on avait l'Égypte, la musique égyptienne, les films égyptiens, et puis le reste, bon, c'était pas totalement... D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, on est dans une situation... Donc, toi, je rappelle, ce qui intéresse ton étude, ce sont donc les gens qui arrivent à Paris et qui, d'une part, parlent donc la variété tunisienne, et d'autres, donc j'imagine sont tunisiens, et d'autres qui viennent d'Égypte et qui parlent une variété égyptienne. Exactement. Et si j'ai bien compris, la situation un peu stéréotypique dans les pays où on parle arabe en général, et en tout cas ce dernier demi-siècle, c'est que la situation, quand on doit pas trop réfléchir, ok, on choisit quelle variété pour interagir entre quelqu'un qui vient pas de son propre pays, mais qui est quand même un pays arabophone, c'était l'arabe égyptien. Exactement. À cause du prestige qu'il avait pour le cinéma, la culture, etc. Mais maintenant, tu nous dis que, chronologiquement, ça a un petit peu changé. Peut-être qu'il a perdu un peu de cette force, de cet attrait, l'arabe égyptien. J'imagine l'arrivée d'Internet, ça a joué aussi. Et en même temps, il y a un contexte géographique qui est que ici, à Paris, l'arabe égyptien n'a jamais été aussi proéminent que peut-être en Angleterre, même en Allemagne, j'imagine, je ne sais pas. Exactement, parce qu'en fait, l'immigration égyptienne, aussi nombreuse que maintenant, est très récente ici à Paris. C'est ces derniers 10 ans qu'on va, 5 ans, qu'on voit de plus en plus des jeunes Égyptiens arriver. Mais avant, il n'y en avait pas beaucoup. Alors au contraire, si on va parler du Pays-Bas, parce que moi je fais mes études là-bas, du coup, enfin c'est un cas pratique, on verra beaucoup d'Égyptiens aux Pays-Bas. Mais ici, c'est pas forcément toujours le cas. Mais du coup, en fait, moi, comment j'ai eu l'idée pour faire cette recherche, j'ai travaillé dans un foyer des migrants et j'étais constatée à une situation où il y avait la majorité des jeunes Tunisiens qui étaient là et il y avait un seul locuteur égyptien. Et du coup, en fait, j'ai entendu parler l'arabe tunisien. Il essayait de parler l'arabe tunisien. Et ça m'a vraiment surpris parce que moi, j'aurais pensé qu'un Égyptien, c'est lui qui va parler sa variété et les autres ils vont s'adapter ou bien au moins chacun va parler son truc. C'est ce qui serait arrivé il y a 40 ans probablement, c'est ça? Peut-être. Souvent en fait quand j'ai fait des enregistrements avec des personnes d'ancienne génération, on va dire plus de 40 ans, souvent les Tunisiens ils essaient de parler l'égyptien alors que là on avait quelque chose d'autre, on avait une situation qui était l'inverse. Donc le jeune essayait de s'adapter à ses amis tunisiens. Et donc moi j'ai dit ça c'est très intéressant. J'ai appelé mon prof aux Pays-Bas. J'ai dit, monsieur, moi j'ai une idée. Parce que moi, à la base, j'ai commencé avec la langue touareg. Et en fait, l'idée, c'était de faire à peu près le même sujet sur la diaspora touareg, qui est très, très peu nombreuse en Europe. Et comment ils s'adaptent, parce qu'il y a des différents dialectes là-bas aussi. Donc, en fait, j'ai commencé avec ça, sauf que ne parlant pas très couramment le touareg, mais je parle quand même très couramment l'arabe égyptien, j'ai dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça? Parce qu'en fait, j'ai eu une idée, j'ai eu un déclic quand j'ai travaillé là-bas. Je dis, mais c'est ça ce que je veux faire. Et c'est à partir de là, en fait, que le projet a pris une autre route. Et que de toute façon, moi, mes études portaient ici à Paris. Avant, j'étais à l'INALCO. Donc, j'ai fait licence et master. Et j'ai étudié l'arabe dialectal, donc maghrébin, et le berbère. Donc, en fait, j'ai déjà travaillé sur ces interactions et les dialectes et tout ça. J'ai suivi aussi des cours de l'arabe égyptien, mais c'était plus par facilité parce que moi, je parle l'arabe égyptien depuis l'âge de 15 ans à peu près. Donc, c'est une histoire aussi. Et du coup, je suis très à l'aise, en fait, en vrai, avec ce dialecte-là. Et c'était vraiment une opportunité en or que je trouvais. Je pourrais faire ça. D'accord. Et si on veut revenir justement sur, d'un côté, si tu devais définir quelles sont les caractéristiques, disons, principales, vraiment au point de vue linguistique,
de la variété tunisienne Oui. et de la variété égyptienne. Si on commence par la variété égyptienne, puisque c'est celle qui est, j'imagine, la mieux documentée. Oui. Alors, ce que je vais dire directement, c'est d'abord, on va parler de la... on va diviser les parlers maghrébins et les parlers de l'Orient. Donc, l'Égypte, c'est le premier pays qui fait partie des parlers de l'Orient, ce qu'on appelle le Mashrek. Le tunisien, ça fait partie de l'arabe maghrébin. Il faut savoir une chose, en fait, l'isoglose qui définit l'arabe maghrébin, en fait, ça part de la conjugaison préfixale avec le N. D'accord. Du coup, on va expliquer les termes compliqués après, vous inquiétez pas. On va expliquer, du coup, là, j'essaie de simplifier ça un peu. Du coup, en fait, les particularités maghrébines commencent en Égypte. Donc, il y a en fait une isoglose qui après va vers la Libye et tout ça. Donc, ça commence en Égypte et ça va vers l'ouest. Du coup, c'est là que ça commence l'arabe maghrébin. En Égypte, on a aussi plusieurs dialectes qui sont assez différents. Donc, en fait, si on parle de l'arabe du Caire, qui est le plus connu, en fait, l'arabe égyptien que tout le monde connaît plus ou moins, c'est en vrai la variété du Caire. Sauf qu'en fait, on a en Haute-Égypte, appelée aussi Saïd, on a une variété qui est différente, qui phonétiquement ressemble beaucoup plus à l'arabe maghrébin. Donc, en fait, il y a des particularités phonétiques. Je donne un exemple. Lorsqu'un Égyptien va dire, par exemple, le son G, qui est en vrai plus ancien que le son je. Un Tunisien va dire je ou bien je. Ça veut dire par exemple, un exemple que je cherchais, jdid, nouveau en tunisien, c'est guidid en égyptien. Donc en fait, il y a ce ge, et ça c'était la palatalisation, il me semble. Alors, il me semble justement pour cette histoire de gueux, c'est assez intéressant parce que dans l'ancêtre de l'arabe et de l'hébreu d'ailleurs, c'était un gueux. Oui. Pour ça qu'en hébreu c'est encore un gueux. Puis, c'est un archaïsme. Effectivement, ça s'est palatalisé et afriqué en arabe, je crois. Donc, je ne sais pas si c'était l'arabe pré-classique ou autre, mais en tout cas, c'est arrivé en arabe, ce qui était partagé par la plupart des dialectes de l'arabe. Mais en Égypte, c'est revenu presque à un état initial pour... Certains pensent que c'est l'influence du copte, je crois. Oui, mais bon, c'est assez difficile à prouver, non? Oui, ça c'est assez difficile. Donc ça, c'est très... Et pour finir juste, isoglosse, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la limite d'une différence. Par exemple, on peut penser, si on prend l'exemple du français, la prononciation de un en un ou eng, bah, il va y avoir, si tu traces une ligne qui essaie de montrer tous les endroits où on le fait ou pas, ça va être cette isoglosse. Donc là, par exemple, pour les isoglosses du G, Jim, j'imagine, comme ça qu'on l'appelle. Exactement. Mais en fait, l'histoire est aussi que, par exemple, on va en Égypte, tout simplement. Je vais donner un exemple concret de jeu. Par exemple, on va prendre le dialecte qui est aussi au nord, le dialecte de l'Bihira. Eux, ils vont commencer à dire le G. Alors que, juste à côté, à 20 km, alors en Alexandrie, on a encore le G. Donc, c'est juste à côté. C'est frappant. Donc, c'est très, très intéressant comment on ne peut pas tracer une isoglosse comme ça avec une règle et c'est réglé, non. Dès qu'on rentre dans les détails, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc, j'imagine que c'est des stéréotypes qu'on utilise un peu parce que c'est pratique, mais dans les faits, j'imagine que si quelqu'un vient d'une région ou une autre, forcément, ça sera plus facile, j'imagine, pour quelqu'un qui vient de cette région dont tu nous parlais, de s'adapter à l'arabe tunisien pour ce fait-là, en tout cas. Exactement. Mais après, en même temps, il faut souligner aussi une chose. Il y a beaucoup parmi mes informateurs, je vais dire plutôt participants, parce qu'informateur, c'est un peu un terme ancien. Les participants, il y en a beaucoup qui ont travaillé en Libye aussi. Donc, en fait, ils avaient appris l'arabe libyen en travaillant en Libye avant de passer après par l'Italie et venir en France. Ça veut dire qu'en Libye, déjà, l'arabe libyen et l'arabe tunisien, ça se ressemble. Donc, on est un peu au milieu entre géographiquement et linguistiquement. Exactement. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui sont passés par la Libye. Ils ont travaillé 6 mois, 5 ans, ça dépend combien de temps. Et ils sont venus, mais pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Donc, quand ils arrivent, en fait, pour eux, l'arabe tunisien, c'est facile finalement. Du coup, en fait, ils peuvent se comprendre. On pourrait penser par exemple à un Français qui d'abord vécu un peu en Espagne, si après il veut apprendre le portugais, ça sera un peu plus facile que quelqu'un qui va tout de suite au Portugal, j'imagine. Exactement. Et donc ça, tu nous parlais aussi de conjugaison, qu'il y avait une grande différence de conjugaison, et qu'il y avait des choses propres à l'arabe égyptien dans ce domaine. Alors je vais donner l'exemple par exemple du verbe écrire. Ana nakteb, j'écris en arabe tunisien, devient ana akteb en arabe égyptien. Donc c'est le A qui est préfixé pour l'arabe oriental, notamment l'arabe égyptien, sauf le Bihira et les dialectes qui commencent à prendre la conjugaison maghrébine.
Alors qu'on a du coup Nekteb en Tunisie, donc il y a le N qui est préfixé, sachant qu'en fait Nekteb en arabe égyptien du Caire veut dire nous écrivons. Donc il y a ça en fait Ça peut amener à des problèmes de compréhension. Exactement. Mais aussi une particularité, par exemple, les Tunisiens ils vont dire nous écrivons Nekteb. Et la même chose se fait aussi dans le dialecte de l'Alexandrie, c'est-à-dire en Alexandrie ils disent Nekteb. Donc pour dire j'écris et nous écrivons, c'est la même prononciation, c'est ça? C'est ça, c'est pas la prononciation, mais il s'agit du préfixe et le suffixe. En fait, le suffixe U aussi est pour la première personne du pluriel. Et comment te dire, du coup, un signe de l'arabe maghrébin finalement. Alors qu'en égyptien, on va dire nous écrivons. Alors que souvent, sauf en Alexandrie. Et du coup, il y a d'autres dialectes finalement qui commencent même en dialecte de Behera, ils vont dire Nektebo. Et la même chose du coup en arabe tunisien, l'arabe maghrébin à peu près avec des petites variations au niveau des voyelles ou des choix, ça dépend. Peut-être on va parler un petit peu de la structure parce que c'est vrai que si vous avez jamais appris une langue afro-asiatique en général, il y a une grosse différence pour la conjugaison d'avec les langues indo-européennes comme le français, l'allemand, l'espagnol. C'est que nous, globalement, on a une racine et on met plus ou moins un suffixe. C'est à peu près comme ça que ça se passe. On peut avoir plusieurs thèmes ou racines selon le temps. Par exemple, là, je fais et je fis, c'est différent. Mais en arabe, c'est complètement différent le système. Alors, en arabe aussi, on travaille avec des racines. Donc, on a des racines trilitères de 3 lettres, quadrilitères. Exactement. Pour les 4 lettres. Mais après, on va préfixer et suffixer des choses. Ça dépend et c'est comme ça qu'on va constituer tout ça. C'est en fait comme les Legos un peu. Donc, on n'a pas seulement des suffixes, on a aussi des préfixes et on a même les voyelles au centre des mots changent. Exactement. Et du coup, en fait, une particularité, plus on va vers l'ouest, vers l'arabe maghrébin, moins on a des voyelles. Et plus on va vers l'est, on a des voyelles. Du coup, l'arabe égyptien, on pourrait dire qu'il y a énormément de voyelles. Mais alors, en tunisien, il y en a déjà moins. Plus on va vers le Maroc, et ça, c'est une particularité qui provient du substrat berbère. Moi, j'avais travaillé sur l'arabe maghrébin pendant mon master. La première année, j'ai travaillé sur l'arabe algérien de Djidjel et la deuxième année sur l'arabe marocain de la région de Sousse. Du coup, en fait, je me souviens que j'ai travaillé du coup sur ce raccourcissement des voyelles et du coup, moins on a des voyelles, plus ça fait obstacle à la compréhension. Exactement, c'est ça qui pose problème finalement parce qu'à l'écrit c'est pareil, vu qu'il y a beaucoup de voyelles qu'on ne va pas noter, les voyelles courtes on ne va pas les noter en arabe plus ou moins, donc c'est pas un problème quand on lit. Le problème commence quand il faut écouter. Par exemple, pour mon cas, je vais pas dire que je comprends pas du tout l'arabe marocain, mais j'ai du mal. J'ai du mal pour une simple raison, il n'y a pas de voyelles. Enfin, il y en a, mais très peu. Donc, si je devais faire une petite analogie, parce que ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de familles de langues. Prenez notre famille de langue, la famille de langue romane. Le français, le portugais sont les langues qui ont, disons, les voyelles les plus centrales. On a beaucoup de E, de A, ce genre de son. Et c'est plus difficile pour un espagnol de comprendre le français que l'inversement en général, parce que y a cette différence de voyelles, et même au sein d'une même famille de langues comme les langues occitanes, on a parlé du gascon, et apparemment il y a un gascon clair et un gascon, alors je sais plus si c'est sombre ou quelque chose, mais il y a en gros une variété de gascon qui transforme beaucoup de voyelles en E, et même les supprime, et d'autres non, et c'est celle-là qui est plus difficile à comprendre. Il y a le même phénomène, c'est ça qui est intéressant, qui se retrouve donc aussi dans une zone géographique plus vaste, qui est celle de l'arabe. Exactement. Moi, ce que j'aime bien quand je fais la comparaison avec des langues européennes, je dis toujours que si on prend par exemple l'italien et le portugais, je pense que même en portugais, plus on va vers l'ouest, moins on a des voyelles. J'imagine. Je parle pas. J'avoue que je ne suis pas expert. Mais en fait, ça ressemble un peu à cette différence-là. Donc, pareil, du coup, en arabe, on a beaucoup de voyelles. Je ne vais pas dire que c'est plus clair, mais en fait, c'est souvent en raison des voyelles. On comprend peut-être beaucoup mieux des variétés orientales parce qu'elles sont plus proches de l'arabe classique. Ça n'empêche pas que l'arabe maghrébin, bien l'arabe, c'est une syntaxe de l'arabe, bien sûr avec un substrat berbère, mais ça reste de l'arabe. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les voyelles, en tout cas en arabe classique et dans beaucoup de variétés aujourd'hui, elles servent à indiquer vraiment un peu la même chose que nos suffixes à nous. Donc la différence entre je connais et nous connaissons, des fois ça peut passer par la voyelle, ça fait partie, la voyelle qu'on change au milieu du mot. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre quand on parle juste d'une langue romane ou germanique. On peut penser un peu au verbe irrégulier en anglais, c'est un peu le même phénomène. Des fois on change juste la voyelle, ça change.
le temps, la personne, le singulier, le pluriel. Du coup, dans les langues européennes, on parle souvent des temps, alors qu'en arabe, on ne parle pas exactement du temps, on parle des aspects. Donc, on a l'inaccompli pour tout ce qui n'est pas accompli, et l'accompli pour tout ce qui est fini. Après, c'est avec des suffixes qu'on va rajouter, ou bien des préfixes aussi, qu'on pourra indiquer le temps, en fait. C'est ça qui est important de savoir. Mais si on parle plus de l'aspect, du coup, on a la conjugaison préfixale pour tout ce que c'est de l'inaccompli et suffixale pour l'accompli. D'accord, ok. Donc, pour ça, tu nous as dit, il y avait des particularités donc en égyptien, Oui. Enfin en arabe égyptien et en arabe tunisien. Quelles sont les grandes particularités Il y a déjà des particularités lexicales au niveau des interrogatifs. Par exemple, je donne un exemple tout bête. L'interrogatif est zay en arabe égyptien qui veut dire comment. En arabe tunisien, c'est kifesh. Il faut le savoir, ça. On ne peut pas le deviner. Donc, c'est ça aussi. Ou bien encore, une autre, par exemple, comment on va dire beaucoup en arabe égyptien, ça va être kitir. Alors qu'en arabe tunisien, barsha. Donc, c'est vraiment des choses aussi une chose qui est bien. Donc, bahi, bien en arabe tunisien, kwais en arabe égyptien. Donc, on a des différences frappantes finalement. Ouais, donc, quand on a des différences de prononciation, on peut quand même un peu s'adapter parce qu'on connaît le mot dans sa propre variété. On se dit, ok, c'est le mot que je connais un peu différemment. Mais quand c'est un mot qui n'a rien à voir, comme donc en kthir et barsha, on peut pas du tout deviner parce que il faut connaître le mot complètement. Et j'imagine que, par exemple, je sais pas si c'est le cas pour barsha, mais il y a beaucoup de mots aussi qui viennent d'une autre langue que l'arabe. Il y a l'influence des substrats souvent dans les langues, c'est un truc qu'on retrouve souvent. Par exemple, le français, pour continuer l'analogie, a beaucoup de mots venant du germanique si on le compare avec d'autres langues romanes. Le roumain a beaucoup de mots venant de langues slaves si on le compare avec les autres langues romanes. J'imagine que c'est pareil. Il y a des substrats, donc des langues qui étaient parlées à un endroit, enfin, qui étaient parlées dans le territoire de la Tunisie, de l'Égypte, etc., qui ont peut-être disparu ou pas, qui ont influencé les caractéristiques et surtout dans le vocabulaire de la variété locale. Est-ce qu'on a des exemples de ça? Alors concrètement, pour l'arabe maghrébin, on aura souvent en fait l'ordre des mots qui peuvent changer et qui peut correspondre à l'ordre des mots en berbère. C'est pas toujours, mais ça peut être ça. Des fois, on a du coup des emprunts lexicaux. On aura des petits trucs, des fois, ça dépend, avec les démonstratifs dans certains dialectes, par exemple en arabe de Djidjel, on va utiliser souvent Alors, il y a une manière de dire ceci, donc le D là qu'on va rajouter, c'est comme en kabyle. Donc, un djidjelien, en arabe algérien, va dire dana, c'est moi. Alors que ce D, en fait, ça vient du berbère, donc c'est du kabyle. Alors, quand je dis kabyle, bon, je me réfère au berbère parce que là aussi, c'est une question qui est assez. Voilà, on peut rentrer dans plein de nuances. Exactement. Mais bon, là, on va essayer de faire concis. De simplifier. Donc là, on essaie de simplifier pour ne pas entrer dans l'erreur aussi. Et du coup, dans l'arabe égyptien, en revanche, oui, il y a le substrat copte, mais je ne saurais pas te dire dans quelle mesure. Parce que j'ai pas étudié. Donc, le copte qui est l'évolution en fait de ce qu'on appelle l'égyptien, par exemple, hiéroglyphique. Quand on voyait des hiéroglyphes, la langue qui était parlée et qu'on a notée avec ces hiéroglyphes, elle a évolué, enfin une de ces variétés a évolué dans ce qui est devenu le copte. Donc c'est dans la même grande famille afro-asiatique que l'arabe, l'hébreu, etc. Mais c'est pas intercompréhensible. C'était vraiment séparé depuis des milliers et des milliers d'années. Et donc il y aurait peut-être des emprunts. Et pour le tunisien, est-ce que par exemple on aurait un substrat carthaginois punique? Ça, j'imagine que c'est une grande question. J'ai pas du tout étudié ce sujet parce que moi je travaille vraiment sur quelque chose de contemporain. Je connais plus sur le substrat berbère en Algérie et au Maroc, mais je saurais pas te dire pour la Tunisie. Du coup, en fait, moi aussi, je découvre l'arabe tunisien là à travers mon doctorat, parce qu'avant, je travaillais sur d'autres pays du Maghreb. D'accord. Et par exemple, quelle est la grande différence entre, disons, l'arabe algérien et l'arabe tunisien? Alors, l'arabe algérien... En général, je sais qu'il y a plein de sous-variétés, mais bien sûr. En général. En fait, on pourrait parler justement il y a beaucoup de Français en arabe algérien finalement. On utilise beaucoup d'emprunts et du code switching. Le code switching, c'est quand on passe d'une langue à l'autre dans la même phrase ou dans la même conversation. Oui, exactement. Alors que le tunisien, donc apparemment dû à la politique linguistique, ça dépend. Les Tunisiens parlent très bien le français, c'est pas un problème. Mais au contraire, leur arabe a beaucoup moins d'emprunts. Ah d'accord, moi j'aurais cru le contraire naïvement, parce que c'est vrai que quand on entend souvent... Non, parce que par exemple, on va prendre un Algérien, on va dire souvent,
la moitié de sa phrase en français. Alors que le tunisien, au contraire, je ne vais pas dire que c'est l'arabe plus pur, parce que là encore, on entre dans le jugement. Donc, on essaie vraiment de rester neutre sur le point linguistique, mais on aura beaucoup plus, on va dire, des mots venant de l'arabe. Donc, pour essayer d'être très neutre. Et puis même le code switching, il y a plusieurs niveaux. On peut remplacer la moitié de la phrase, juste un mot, une façon de parler grammaticalement. Il y a plein de nuances à ça. D'accord, donc il y a cette influence du français qu'il y a par exemple dans l'arabe algérien et un peu moins dans l'arabe tunisien peut-être. Exactement. Et il y a aussi le substrat du berbère est moindre, enfin il y a moins d'influence en arabe tunisien. Donc ce qui fait que c'est plus l'arabe que les autres variétés arabes plus à l'ouest. Ce qui fait que ce soit un peu plus facile pour les Égyptiens lorsqu'ils parlent avec les Tunisiens. Parce que moi, j'ai eu des remarques, mais ce qui m'étonne, j'ai toujours pas compris pourquoi. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui me disent qu'ils ont du mal avec l'arabe algérien. Ils n'ont pas tellement du mal avec le marocain, même s'il y a le problème des voyelles. Mais par contre, le tunisien, ça passe. D'accord. Pour la plupart. Après, ce sont des témoignages. Voilà, moi, je ne peux pas dire pour tous les Tunisiens, pour tous les Égyptiens. Bien sûr, je ne peux pas m'exprimer pour eux, mais je parle juste par rapport à ce que mes participants m'ont dit. Du côté de l'Égypte, c'est en fait quand on commence à rentrer dans ces questions, on a plein de présupposés. On dit il va comprendre plus facilement cette variété-là, moins facilement celle-là, mais c'est pas forcément toujours le cas. Ça dépend. Il y a plein de facteurs en jeu. Exactement. Il y a toujours en fait l'histoire personnelle, la personne elle a vécu où, avec qui, comment ils ont travaillé. Souvent les Égyptiens travaillent en communauté, donc les Égyptiens souvent aiment travailler avec d'autres Égyptiens, ce qui fait qu'ils gardent leur variété, même si ils peuvent travailler avec des personnes d'autres régions. On a beaucoup de personnes provenant de la région d'El Gharbeya, ici en France, à Paris. Le Beher un peu moins, Saïd, il y en a quand même pas mal. Mounofay moins, mais quand même il y a beaucoup de El Gharbeya. Donc c'est où à peu près cette région d'El Gharbeya? Le delta. C'est le delta, d'accord. C'est le delta. En fait, dans la région de delta du Nil, dans ce coin géographique, le delta du Nil, on a 4 groupes de dialectes à peu près. Donc ça, tu pourras voir, par exemple, il y a la référence de Peter Benstedt en fait, il y a un atlas linguistique. C'est lui, il a classé un peu les dialectes. Il a beaucoup travaillé sur l'Égypte. On vous mettra en description de toute façon des ressources. N'hésitez pas à les regarder. Là-bas, c'est très intéressant parce que c'est un linguiste allemand qui a proposé plusieurs atlas linguistiques. Il a bien différencié, c'est-à-dire là, il a mis des différences lexicales, des différences linguistique, et ça va être du coup on aura des cartes avec des couleurs et tout ça, c'est très joli en fait à voir, et ça peut éclairer un peu sur les choses. Ça peut mettre un peu dans l'espace des différences qu'on pourrait remarquer. C'est ça, parce que là-bas aussi on peut voir très bien où est-ce que commence l'arabe maghrébin, où est-ce qu'on a des particularités, je sais pas, d'autres dialectes, parce qu'en Égypte, donc il n'y a pas que du coup la région autour du Caire, il n'y a pas que le delta, il y a d'autres dialectes, ça il faut vraiment le souligner, que l'Égypte est aussi un pays très riche en dialectes, en variétés. Et quel serait le parcours linguistique typique, disons, d'un Égyptien qui arrive à Paris? Quelles vont être les influences, peut-être, de l'arabe tunisien ou pas, du français? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que sa façon de parler va se modifier? Est-ce que ça va être rapidement ou pas? Est-ce qu'il y a des tendances très différentes? Ça dépend, parce qu'avec qui il travaille. Moi, j'ai des participants qui ont été scolarisés par la suite ici, donc ceux qui sont venus mineurs, donc ils ont très vite appris le français. Ça dépend, ils ont fréquenté qui, ils ont travaillé avec qui, est-ce qu'ils étaient plus avec des Tunisiens ou d'autres arabophones, est-ce que leur fréquentation c'est plus des Français ou des Européens ou plus les arabophones, ça dépend. Franchement, ça dépend de chaque personne. Moi, ce que j'ai eu un peu de tout. C'est très difficile parce que, si on prend l'Égypte, en fait, le système scolaire là-bas, normalement, ceux qui ont terminé les études, mais en fait, moi, j'ai travaillé souvent sur des personnes qui n'ont pas toutes terminé leurs études. Mais ceux qui ont terminé, ils avaient comme première langue étrangère l'anglais. Donc, il y a beaucoup d'Égyptiens qui parlent très, très bien l'anglais. Et le français, c'est plus au lycée. Donc, ils ont quelques années de français, je ne sais pas, 3-4 ans. Ça, je ne saurais pas te dire exactement, mais ils peuvent lire peut-être le français, mais pas parler. Mais maintenant, on a de plus en plus de personnes, ils ont étudié ici. Il y a aussi des écoles francophones au Caire. Il y a même, là, je connais un cas pratique, il y a une école égyptienne qui travaille avec leur programme de leur éducation nationale à eux, mais c'est une école francophone, une école privée. Du coup, ça existe.
dans le quartier de Maïdi au Caire. Donc, ça dépend. Franchement, ça dépend de chaque personne. Après, si on prend les Tunisiens, le français est très présent en Tunisie. Donc, souvent, les Tunisiens connaissent pas mal des langues aussi. Il y a beaucoup qui ont travaillé dans le tourisme. Après, ils sont venus ici, connaissent pratiquement tous le français. Du coup, le parcours scolaire ressemble beaucoup plus au parcours scolaire français. Du coup, ils ont à peu près le même système, collège, etc. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas cette barrière de la langue. D'accord. Et est-ce que tu as remarqué des différences linguistiques, par exemple, quelque chose qui revient souvent, prenons l'exemple du gym. Oui. Est-ce que beaucoup d'Égyptiens vont passer à une prononciation plus je ou je? Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend. Franchement, ça dépend, mais pas tout le temps. D'accord. C'est aléatoire. Il y a des gens qui vont vraiment modifier leur prononciation, en fait. Il y en a, ils essayent. Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai pris quelques exemples dans mon corpus, mais là, j'ai pris vraiment la personne qui parlait. J'ai pris la personne qui parlait très bien l'arabe tunisien, qui essayait de le parler, en tout cas. Et donc, lui, il avait tendance d'utiliser les djinns, même s'il mettait la phrase en arabe égyptien, ou bien plus ou moins, et mélanger les deux. Donc ça, c'était intéressant, mais c'est pas tout le monde. Des fois, ils vont garder le guim, et puis voilà. Après, ça dépend aussi de leur dialecte natal. Là, en l'occurrence, c'était une personne qui provient de l'Arabia. Là-bas, c'est un peu comme l'arabe du Caire, si on simplifie les choses. Mais si je prends quelqu'un du Saïd, je peux pas savoir est-ce qu'il utilise le djinn c'est-à-dire parce qu'il est de la Haute-Égypte ou parce qu'il veut s'adapter aux Tunisiens. On ne sait pas. D'accord, ouais, c'est pas si simple de voir dans ces différences. Et dans le temps, est-ce que ça a changé, etc. C'est dû à quoi? C'est toujours difficile à savoir. C'est très difficile. Et qu'est-ce qu'ils en pensent de ces gens? Quel est leur avis sur l'arabe tunisien, par exemple, du côté égyptien, et le contraire? Alors, quels sont les témoignages? Ce que j'ai vu souvent, c'est qu'ils vont toujours évoquer cette histoire du cinéma et l'importance de l'arabe égyptien, parce que quand même l'Égypte, c'était une civilisation très importante. Après, même la Tunisie, les Tunisiens, ils vont m'évoquer aussi le Carthage et tout ça. Hein. Donc là, il y a la fierté de deux côtés. Mais après, on va plus parler d'une identité commune en tant que les Arabes. Ils sont arabes, mais après, chacun a son dialecte. Moi, j'ai pas trop vu que, par exemple, l'un trouve que, par exemple, l'arabe tunisien n'est pas bien, ou l'autre trouve que l'arabe égyptien n'est pas bien. C'était pas du tout ça. Moi, j'ai pas vu, dans mes participants, j'ai pas vu de rivalité entre eux. Ils disaient pas ça comme ça. C'est-à-dire, ils disaient pas, eux, ils connaissent pas, et nous, on parle le vrai arabe. Il y a personne qui a dit ça. Donc, il n'y a pas eu de situation diglosique, finalement. Ils sont bien conscients que la plupart des immigrés arabophones ici proviennent du Maghreb. Donc, c'est pas... Alors que la même recherche a été faite en Angleterre, mais pas qu'en Angleterre, en Amérique aussi, avant. Mais là, en fait, c'est surtout les Tunisiens qui s'adaptaient. Et là-bas, en fait, il y avait un regard un peu critique de la part des... ça, c'était dans les références, donc dans les articles, de la part des locuteurs orientaux, les Libanais, les Égyptiens, qui disaient, eux, ils ne parlent pas le vrai arabe. D'accord, oui. Donc, il y a eu ça. Mais là, concrètement, sur le cas parisien, moi, je n'ai pas vu ça. Au contraire. Et toujours, c'est nos frères, voilà, on est dans le même. Donc, et quel est le rapport, disons, pas horizontal entre, par exemple, quelqu'un qui parle égyptien et qui parle avec quelqu'un qui parlerait le dialecte tunisien, enfin la variété tunisienne, quel est le rapport avec l'arabe classique? Alors, déjà, la plupart des... Il y a des différences d'ailleurs dans ce rapport. Oui, bien sûr. Donc, par rapport à la langue ou par rapport à leur rapport personnel? Oui, personnel. Ben, franchement, ça dépend, parce que la plupart des gens sont passés par l'école coranique. Donc, ils connaissent quand même s'ils n'étaient pas à l'école, il y en a parmi eux qui n'étaient pas beaucoup à l'école, mais la plupart sont passés par l'arabe du coup classique parce qu'ils allaient à la mosquée, ou bien ils vont toujours. Ça dépend. Après, souvent, c'est lié aussi à la religiosité de la personne. Souvent, ceux qui sont plus dans la pratique de la religion musulmane, eux, ils vont souvent connaître des termes soutenus, mais je ne dis pas que les autres ne connaissent pas, c'est juste que ce ne sera pas les mêmes termes qu'on va utiliser, il y aura beaucoup plus d'arabe fusha. J'avais effectué un enregistrement la semaine dernière à la mosquée. Quand on dit arabe fusha, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'arabe classique, c'est l'arabe coranique. Du coup, notamment, ce qui a fait un bon contraste parmi mes enregistrements et mes participants, c'était la semaine dernière. On a travaillé, du coup, on a effectué un enregistrement entre un monsieur égyptien et un monsieur tunisien d'un certain âge à la mosquée de Bagnolet. Donc, le monsieur égyptien travaillait à la mosquée. Du coup, lui, il utilisait beaucoup plus d'arabe classique. Alors que même, j'ai remarqué que son interlocuteur, il se connaissait.
Donc, il essayait, le Tunisien aussi, il essayait de rajouter des termes qui étaient beaucoup plus classiques. Après, à un moment donné, j'ai aussi enregistré, c'était un monsieur, un Tunisien qui était prof ici, du coup en France pendant un bon moment, et deux messieurs égyptiens. Ben, là, ce qui était intéressant, comme j'ai expliqué quand on parle du coup qu'il s'agit d'une thèse sur l'arabe et tout ça, le monsieur n'arrêtait pas de chercher les termes en fosra, en arabe classique. Ah oui, il voulait vraiment, oui, dans sa tête, j'imagine, bien parler. C'est ça, il voulait bien parler. Alors que bien, ça aurait été assez bien s'il parlait le tunisien qu'il parle tous les jours. Mais après, ça se trouve que lui, peut-être c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui a l'habitude d'utiliser des termes qui sont assez littéraires. C'est possible aussi. Après, vu qu'il était prof, donc c'est pas impossible. Il y a des liens. Ça dépend, franchement, ça dépend de la personne. Après, ça peut être des personnes qui n'ont pas terminé leur scolarité, mais quand même, ils lisent beaucoup. Là aussi, enfin, franchement, c'est profil par profil, c'est cas par cas. Et tu dirais que la connaissance, du coup, de l'arabe classique, ça aide à la communication, ou alors au contraire, c'est un frein? Pas forcément, parce qu'en fait, tout ce que c'est des termes techniques, lorsqu'ils parlaient, par exemple, de leur parcours scolaire, ça bloquait parce que les Tunisiens évoquaient les termes en français. En Tunisie, on utilise le système scolaire français. J'essaie de simplifier, mais c'est à peu près le même. Ils ont hérité le système scolaire français et c'est pas pareil qu'en Égypte. Et du coup, ils essayaient de chercher les termes qui correspondaient au mieux aux termes en arabe ou bien en arabe égyptien. Bon, plutôt en arabe classique, parce que là, on a des termes bien techniques. D'accord, donc ça c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a encore aujourd'hui, parce que le latin, bon, c'est plus vraiment maîtrisé aujourd'hui, j'en sais quelque chose, et on avait peut-être ça en Europe, disons, de l'époque moderne, où les gens un peu instruits qui connaissaient le latin pouvaient utiliser des mots qui parfois, on le voit dans les comédies, paraissaient un peu trop compliqués, un petit peu exagérés, et finalement, alors que, par exemple, entre un espagnol et un français de cette époque, oui, il y a bien une origine commune qui est le latin, mais l'utiliser n'aide pas forcément, tant qu'on le penserait. La communication, ça rend des fois un discours un peu trop artificiel, et souvent aussi, les termes dont on a besoin le plus dans une conversation sont les termes les plus courants, et ces termes les plus courants sont ceux qui changent le plus. Enfin, pas forcément qui changent le plus, mais en tout cas, qui, voilà, disons que le mot... pour dire, je sais pas moi, bâtiment ou architecture, c'est le même dans toutes les langues romanes, alors que le mot pour dire table, pas forcément. Le mot pour dire, je sais pas moi, manteau, c'est complètement différent dans toutes les langues. Exactement. Donc, des fois, un peu, ça peut nuire à la simplicité du langage. Donc, l'adaptation linguistique, de toute façon, le seul but, c'est de se faire comprendre. Donc, en fait, les gens, ce qu'ils font, ils essayent de converger l'un vers l'autre, ils essayent de se faciliter la tâche. Donc, c'est ce qu'ils ont répété plusieurs fois dans les métacommentaires, parce que moi, j'ai toujours fait aussi un métacommentaire après l'enregistrement. Qu'est-ce que c'est justement un métacommentaire? Un métacommentaire, c'est en fait le regard sur sa propre langue. En fait, la personne me donne un avis sur ce qu'il a dit, sur un avis sur la langue, sur ses pratiques langagières, linguistiques. Qu'est-ce qu'il a pensé de cet échange avec la personne avec laquelle il a parlé. Donc, finalement, c'est ce qu'on fait dans ce podcast. C'est un podcast métalinguistique. C'est ça, exactement, métalinguistique. Du coup, on parle de la langue. Des fois, ce qu'on a fait, c'est parce que, je leur ai expliqué, il faut aussi parler de la langue, faut ça. Des fois, ils ont fait tout à la fois. Des fois, on avait des Tunisiens et des Égyptiens, ils étaient assis parler de la langue. Donc ça, c'était intéressant aussi. Parce qu'en fait, là, il y a une double analyse. Donc, je fais mon analyse linguistique, l'analyse des discours et finalement aussi la sociolinguistique. Et donc ça, c'était très difficile pour proposer un plan de mon travail de thèse. Avec mon prof, donc j'ai deux directeurs de thèse aux Pays-Bas. On a modifié ça plusieurs fois. À chaque fois, on trouve que non, mais finalement, on va faire autrement, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est le problème du fond et de la forme. Ça. Parce que ça dépend vraiment des locuteurs. On a commencé avec quelques locuteurs. J'ai commencé d'ailleurs sur d'autres dialectes aussi. On a vu que c'était trop large et finalement, on est parti vraiment sur l'arabe égyptien et le tunisien. J'avais l'algérien aussi à l'époque, mais du coup, mon superviseur a décidé qu'on finalement, on va faire l'égyptien, le tunisien parce que je les comprends le mieux. Et la chose est réglée. Donc on a bien vu dans ce que tu nous as dit, rien que là, il y a déjà une infinité de possibilités, de combinaisons. C'était trop large parce que nous, on a commencé avec 5 dialectes. On a commencé avec l'arabe égyptien, l'arabe libanais et l'arabe soudanais pour la partie orientale. Et ensuite, l'arabe tunisien, l'arabe algérien pour la partie maghrébine. Et finalement, on a trouvé que là, si je fais ça pendant 20 ans, d'accord, c'est faisable. Mais sinon, c'est pas faisable. Donc, on a dit, il faut quand même cibler bien parce que sinon, on peut pas vraiment avoir ni des statistiques, ni rien du tout. Donc, c'est parti d'un tout petit corpus
qu'on a élargi et qu'on est en train d'élargir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, la forme de la thèse, elle est là. Je suis du coup en avant-dernière année de thèse. Mais ça se rajoute à chaque fois le terrain, c'est le terrain qui nous donne des choses en plus. Moi, au début, c'est-à-dire que des jeunes avec un certain parcours qui était c'était à peu près le même parcours. Finalement, là, on a élargi. On a aussi des dames d'un certain âge. Avant, on n'avait que des garçons. Après, on a rajouté, on a mélangé un tout petit peu. Après, là, on a rajouté des personnes qui avaient d'autres parcours, même des parcours universitaires. Et du coup, ça commence ça ressemble un peu dans le développement du jeu vidéo, quand on dit quelqu'un est un feature creep. On rajoute toujours quelque chose, on a du mal à s'arrêter. C'est ça. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est passionnant. Dans la recherche. Exactement. Et est-ce que tu as déjà des conclusions qui se dessinent à travers tout ce travail? Est-ce qu'il y a des grandes tendances que tu es arrivé à observer ou pas? Les grandes tendances, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que vraiment, il y a une volonté de s'adapter l'un à l'autre. Qu'en fait, ils travaillent vraiment pour quelque chose de commun. Ils n'essayent pas de... Non, je vais me montrer, moi je suis égyptien. D'imposer son... C'est ça, non, pas du tout. En fait, au contraire, bien au contraire, même si dans certains cas, on avait deux Égyptiens qui parlent avec un Tunisien, donc là, ça parlait plus égyptien, forcément. Mais finalement, c'était pas tant que ça, c'était vraiment une convergence, pas la divergence. Parce qu'on aurait pu penser que voilà, la variété prestigieuse, du coup, on va plus utiliser l'arabe égyptien et qui va être en dessus des autres, mais finalement pas du tout. C'était vraiment de deux côtés, je vois quelque chose qui vraiment les deux essayent de s'entraider. Je pense qu'il est intéressant aussi dans cette recherche, c'est qu'on a en montrant justement le contraste avec ce que tu nous dis sur les études en Angleterre et en Amérique, on montre bien que cette notion de prestige, elle est complètement construite, non seulement par l'histoire et par des faits vraiment objectifs de culture, mais du lieu et du temps maintenant. Le prestige est complètement relatif. Exactement, et ça, c'est assez bien de le souligner. Exactement, c'est ça qui est très intéressant. Et après encore, ça dépend du profil des locuteurs. Ça se trouve que si j'avais choisi un autre profil différent, ça aurait été autre chose encore, on ne sait pas. Ça vient un peu presque déconstruire cette notion de prestige en fait. On voit que c'est difficile à capter, c'est très évanescent comme notion. C'est très aléatoire finalement en fait, parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose du concret et superposer ça sur tous les Égyptiens à Paris, tous les Tunisiens à Paris, c'est impossible. Donc en fait, mon étude est plus qualitative que quantitative. Ça veut dire que je regarde vraiment cas par cas qu'est-ce qu'ils ont fait, j'ai une description, après je peux tirer des conclusions à peu près par rapport, c'est plus une discussion, c'est plus des remarques, c'est pas vraiment des conclusions que là je veux dire il y a ça, il y a ça, et ça et ça. Et puis parce que finalement on fait pas la loi, on fait une description sur quelque chose de neutre, quelque chose qui est devant nous, et après du coup on tire des conclusions par rapport à ça. D'accord. Et dans d'autres questions que je me posais aussi sur l'interaction entre ces choses, c'est à Paris quand même, quelle est l'influence du français? Est-ce qu'on voit que quand même, plus le temps avance, plus les gens utilisent des emprunts au français, ou au contraire, parce que des fois, il y a le phénomène contraire. On pense toujours, on est dans un pays, donc plus on reste dans le pays, plus on va utiliser les mots par facilité, etc. Mais des fois, il y a le contraire, c'est qu'on se défend un peu de la langue du pays où on est, et quand on choisit le moment où on parle sa propre langue, au contraire, vu qu'on connaît bien l'autre aussi, on sait l'éviter. Il y a aussi des fois ce phénomène. Qu'en est-il ici? En fait, c'est très simple. Tout ce qui est lié au travail, c'est-à-dire tout ce qui est technique, tout ce qui est administratif, ça passe en français. D'accord. Toujours, même si ce sont des termes qui sont en arabe, mais ils vont pas aller traduire, par exemple, le mot préfecture en arabe. Ils vont pas faire ça. Et c'est préfecture, ça reste préfecture. D'accord. Pourtant, on pourrait le traduire. Il y a un mot pour dire préfecture, on est d'accord. Il y en a, ça existe, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin. Eux, ils vont utiliser. Et j'ai vu le même phénomène même aux Pays-Bas. Moi, j'arrêtais pas de dire, quand je parlais de la mairie, je disais baladia, qui est un terme arabe. Mais eux, ils toujours me donnaient le mot en néerlandais. Donc, même s'ils ne parlaient pas le néerlandais, même des personnes qui utilisaient finalement l'anglais, beaucoup d'entre elles sont des ingénieurs en informatique, travaillent en anglais. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui viennent en tant qu'ingénieurs informatiques aux Pays-Bas actuellement. Et du coup, eux, ils vont systématiquement utiliser le mot en néerlandais, alors qu'ils ne parlent pas forcément la langue. D'accord. Ça, c'est vraiment intéressant au niveau de vraiment les mots et les choses. Si on voit que quand on désigne quelque chose, c'est pas forcément une catégorie abstraite, parce que j'imagine que s'ils rentrent en Égypte et que, je sais pas s'il y a des mairies, si c'est le même système, ou si c'est des DEM ou autre, mais ils vont utiliser plutôt baladia. C'est sûr, ils vont utiliser leur terme à eux. Donc ça montre bien que le terme néerlandais, ça désigne en fait la mairie des villes des Pays-Bas. Et donc, c'est comme assez Paris, intéressant. Finalement, ils vont dire plein des choses en français, tout ce qui concerne la ville de Paris ou bien la France, tout ce qui concerne leur travail, parce que souvent,
Si c'est des personnes qui travaillent dans le bâtiment, mais le pinceau, je sais pas, des termes techniques, ce sera plus facile pour eux de le dire en français, même si forcément ils connaissent tout ça dans leur langue, c'est normal. C'est presque anti-platonicien cette idée de différencier les idées, mais bon là on va un peu trop loin. En fait, aux Pays-Bas, c'est juste pour faire un petit point sur le système éducatif à l'université de Leiden ou bien aux Pays-Bas carrément. Nous avons le choix de travailler notre thèse dans 4 langues possibles. Donc soit c'est en allemand, soit c'est écrit en allemand, néerlandais, anglais ou bien en français. Moi j'ai choisi le français pour écrire, par contre les cours sont tous en anglais. D'accord. Du coup, vraiment, aucun contact avec le néerlandais Pas du tout. À part, même tout est traduit, même les mails, ils sont bilingues. Donc, ah d'accord. Des fois, on a le choix, pour les cours, on a le choix entre le cours qui est en néerlandais, le cours en anglais. Il y a de plus en plus de cours en anglais. Il y a vraiment des options. C'est ça, il y a des options. Donc moi, souvent, je voulais assister à une certaine date, mais finalement, ils ont dit, madame, c'est en néerlandais. Ah, mais on a... Ah, je vais réfléchir. Oui, donc en fait, on finit par comprendre le néerlandais quand on est aux Pays-Bas, à cause du contact, c'est-à-dire qu'on entend, mais il n'y a personne qui va vraiment nous parler en néerlandais. C'est pas comme ici en France. Tu viens en France, tu es obligé de parler français. Moi, quand je suis arrivée en France, je parlais pas très bien français. J'ai appris rapidement, j'avais pas le choix. De toute façon, c'était l'objectif. Alors qu'aux Pays-Bas, personne ne m'oblige de l'apprendre. Mais moi, c'est moi qui ai envie. Franchement, j'ai envie d'apprendre le néerlandais. Mais que j'ai pas eu trop d'occasion. Si les cours, il faut vraiment suivre les cours soit à la mairie, soit à la fac. Après, il y a aussi un certain coût à ça. C'est pas forcément gratuit, c'est pas forcément. Donc, enfin, est-ce que ça rentre dans nos... Il y a plein de paramètres. Exactement. Une autre question que je me posais aussi, c'est est-ce que ça arrive que les gens arrivant à Paris, dans ton étude ou même ailleurs, le fait d'être en contact, par exemple, avec d'autres variétés, ça les renseigne sur leur propre variété? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'avais jamais remarqué que, en fait, dans ma variété, par exemple, s'il est égyptien, je faisais ça comme ça et… » Oui, forcément. Lorsqu'on parle, par exemple, quand on fait un commentaire métalinguistique, les gens se rendent compte « Ah ben finalement, si, il y a ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. » Donc moi, ce que je faisais, j'ai beaucoup poussé cette réflexion vers les langues. Au début, en fait, ce que j'ai fait pour le premier locuteur, j'ai pas dit qu'est-ce que doit, c'est-à-dire j'ai pas posé de questions, je lui ai juste dit donne-moi ton avis. Et donc là, il m'expliquait pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Là, le premier métacommentaire, d'ailleurs, c'était en français. Ensuite, c'est moi qui a commencé à diriger aussi certains métacommentaires. Je dis mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Donc du coup, ça les pousse un peu à réfléchir, à aller plus loin dans cette réflexion. Et ils peuvent me donner plus d'informations. Mais j'essaie jamais de donner quelque chose qu'ils peuvent juste me confirmer. Moi, je pose une question ouverte, qui après, ça les fait parler, ça les fait réfléchir. En plus, tu peux toujours utiliser, s'ils parlent dans leur variété, pour vraiment les choses un peu plus linguistiques, morphologiques, etc. Exactement. Et est-ce que tu as un commentaire qui t'a marqué, un commentaire métalinguistique où tu t'es dit « Ah, ça c'est intéressant, je m'y attendais pas » ou pas? Pas particulièrement, ce sont des choses que plus ou moins, en fait, on est tous… ce que j'ai remarqué, tout le monde dit plus ou moins, on essaie de s'adapter l'un à l'autre, on essaie de se faciliter. En fait, c'est ça le point principal. Ça m'a pas forcément étonné, c'est logique. D'accord, donc il y a vraiment une stratégie de langage qui est de s'adapter et de rendre la communication la plus aisée possible. C'est ça qui est l'idée oui, c'est ça exactement, cette idée de s'adapter à l'autre. Donc, en fait, c'est une des raisons du code switching, finalement. Pourquoi on ferait de l'alternance codique si c'est pas pour faciliter l'autre, c'est pas pour me montrer, voilà, moi, je suis ça. Et après, c'est comme si j'allais, par exemple, à la boulangerie et je leur parle en espagnol. À quoi ça sert? Ouais. Ça sert à rien, oui. Enfin, je sais pas. Ou en latin. Ou en latin, voilà, ça aurait été drôle, ça aurait été drôle. En fait, les gens vont plus rire. Donc, en fait, là, plus ou moins tout le monde essaie juste en fait d'arranger aux autres aussi. Petite anecdote, moi ça m'est arrivé la première année où j'étais en Grèce, où je parlais pas forcément le grec moderne, je connaissais que le grec ancien, et effectivement ça m'est arrivé de utiliser un peu ce que je connaissais du grec ancien pour le grec moderne, et ça a pas trop bien marché honnêtement, pour être honnête, donc c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que tu voudrais aborder là, sur tes recherches? Oui, alors… non, pas forcément. Mais c'est ça, voilà. Donc, je pense qu'on a dressé un petit tableau déjà assez sympathique. Donc, je vous rappelle l'objectif de ce podcast. D'ailleurs, je recherche toujours des intervenants, particulièrement d'ailleurs si vous parlez une langue berbère. Ça m'intéresserait. N'hésitez pas à me contacter. Enfin, le but n'est pas de faire un colloque ou autre, c'est vraiment de présenter l'avis de quelqu'un qui connaît une langue, mais aussi quelqu'un qui la parle, ou quelqu'un qui fait des recherches, comme c'est le cas aujourd'hui, ou les trois à la fois, comme c'est aussi le cas aujourd'hui. Et voilà, le but étant
que vous puissiez tous, en ayant un intérêt aux langues quand même au départ, vous intéresser un peu plus. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec certaines affirmations ou autres, si vous avez une ressource à nous proposer, etc. Et j'espère en tous les cas que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne semaine et au prochain podcast. Je te laisse le mot de la fin quand même. Moi, j'aimerais bien dire que j'organise une conférence aux Pays-Bas, oui, le 25 octobre entre 15h15 et 17h. Je vais proposer une conférence sur la diaspora égyptienne à Paris. Du coup, on aura aussi un lien Zoom en direct. Et cette même conférence sera projetée à la Maison de l'Égypte, donc ici en direct. Mais s'il y a des personnes qui veulent venir aux Pays-Bas directement, aussi bienvenue à l'Université de Leiden, dans le centre de linguistique. Du coup, on précisera de toute façon des modalités. Et voilà, ça parlera de ma recherche. D'accord, donc tu veux nous redire la date, le 25 octobre. J'espère que j'aurai fini le montage d'ici là. il faut. Donc voilà. C'est à peu près ça, c'est juste une petite publicité. Ok, bonne journée à vous, merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et on se revoit plus tard sur Quid 9.